Et donc là, on a enfin un Rafale intérimaire qui est chez nous pour 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, il faudra pouvoir le rendre à l'armée de l'air dans sa configuration initiale. Donc là, nous avons l'installation du Rafale qui se situe dans la soute canon. Donc là, nous avons un enregistreur MDR8. Avant de continuer avec la vidéo, je vous fais juste une courte intro pour vous donner un peu de contexte autour de ce que vous vous apprêtez à regarder. Donc on a eu la chance d'être invité par la DGA Essais en vol pour venir découvrir leurs activités et certains de leurs métiers. Je vous invite d'ailleurs fortement à visionner en amont de cette vidéo une autre vidéo d'1 minute qui vous expliquera ce en quoi consiste la DGA Essais en vol. Et donc dans le cadre de cette vidéo, nous avons Vincent, Mathieu et Lucas qui vont nous expliquer concrètement comment venir acquérir en embarqué l'ensemble des mesures nécessaires pour tester et valider un système. Ça peut être par exemple la séquence de séparation d'un missile sous aile, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet du début de cette vidéo. Donc voilà, je vous en dis pas plus, bonne vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Bonjour, Vincent, donc ingénieur conception d'installation d'essais de mesure à la DGA depuis 4 ans. J'ai fait des études dans la mesure physique et donc aujourd'hui je suis concepteur d'installation d'essais sur les différents aéronefs qui nous servent aujourd'hui à faire des essais d'armement, de capteurs, de systèmes. Et on vient modifier les aéronefs pour ces besoins. Je suis l'ingénieur de l'armement Mathieu, j'ai fait des études d'ingénieur, je travaille à la DGA depuis maintenant 5 ans. Après mes études d'ingénieur, j'ai fait un passage de 3 ans dans l'armée de l'air et de l'espace pour suivre la formation de pilote de chasse. Et j'ai commencé à travailler ici aux essais en vol il y a 1 an et demi comme ingénieur dans une équipe qui gère tout ce qui est système d'acquisition et d'enregistrement des données d'essai dans ce qu'on appelle la machine orange, c'est-à-dire l'ensemble des équipements qui sur un avion vont gérer l'acquisition des données brutes jusqu'à leur enregistrement et ensuite fournir ça à l'exploitation. Bonjour, je m'appelle Lucas, donc je suis spécialiste technique de méthode et moyens d'essai, donc expérimentateur bord, donc je m'occupe de toute la mise en œuvre de tous les moyens d'essai qui sont intégrés dans un aéronef. Donc mon parcours scolaire, j'ai fait un bac pro aéronautique option avionique et à l'issue j'ai fait une mention complémentaire. Puis après j'ai passé les concours d'entrée ici et puis je suis arrivé en tant qu'ouvrier d'État. Donc ça c'est un bidon initialement, donc un bidon de pétrole qui a été instrumenté pour les besoins de la DGA, pour les essais en vol qu'on mène sur les essais de séparation des différents armements sous Mirage 2000. Donc ça c'était un ancien bidon de pétrole monté sous Mirage 2000 qu'on a instrumenté avec des caméras vidéo rapides, des enregistreurs de données, des émetteurs télémesure pour être capable aussi d'envoyer via les liaisons sol, les installations sol qu'on a sur le site, les données en temps réel, les vidéos et les datas pour les responsables d'essai et les ingénieurs qui sont au sol. Vous recevez donc un bidon standard et après vous faites tout ce travail d'aménagement. D'aménagement, voilà exactement. D'abord une conception mécanique, on a un bureau d'études mécaniques. Et on a également aussi une conception électrique, mesure. Il faut savoir que les bidons, voilà, on les récupère, on enlève l'ensemble des circuits carburants. Derrière, par contre, on va venir récupérer sur la peau avion. Les bidons se montent donc en voilure sur les avions, sur les aéronefs. On en a un là derrière. Et il faut savoir que derrière, nous, tout le matériel qu'on met à l'intérieur, il faut qu'on soit capable de discuter avec l'avion, avec l'ingénieur qui est en place arrière. Mais il faut aussi être capable d'alimenter l'ensemble de nos équipements. Donc on va venir aussi récupérer ou tirer de nouvelles provisions, mais récupérer de l'alimentation, de l'énergie et des liaisons sur l'avion. Donc ensuite, il y a tout ce travail de conception. Et une fois que ce travail de conception, de maquettage est fait, que les choix techniques sont réalisés, derrière il y a la phase de fabrication. La phase de fabrication avec tous les éléments chaudronnés, les plaques interfaces. La fabrication des câblages, donc les câblages qui sont faits ici par nos intégrateurs. Une fois on va dire que tout ça est conçu, on a un travail d'intégration où on va venir vraiment cheminer les câbles proprement en respectant les différentes contraintes qu'on a de navigabilité. Ensuite les matériels sont configurés puisque comme on en parlait, il y a les enregistreurs, il y a les émetteurs télémesure, les caméras. Donc tout ça, ça va être un autre service. On est divisé voilà, dans différentes entités et donc là on a un service qui va venir gérer ça, c'est le service de Mathieu notamment, qui peut nous expliquer peut-être un peu plus profondément ce qu'ils font en termes de programmation des enregistreurs. Donc en fait, dans toutes les installations d'essai qu'on peut avoir, il va y avoir ce qu'on appelle la machine orange. Donc ça correspond finalement à toute la chaîne d'acquisition des données, que ce soit du GPS, de la donnée vidéo, des données inertielles, des données extraites des bus avions, donc de l'avion de base. Il y a toute une chaîne parallèle qui en général va être faite et qui va être plus ou moins
plus ou moins fournis en fonction de ce qu'on peut faire et du besoin auquel on répond. Et donc tout ça, finalement, pour tous ces équipements-là, il y a des experts qui travaillent sur les matériels qui permettent de répondre aux besoins, qui vont en assurer la configuration, le maintien en condition opérationnelle, et puis les différentes améliorations qui peuvent arriver. Donc chez nous, on a des experts vidéo, des experts GPS, base de temps, acquisition inertielle, des experts concentration, fusion de données, des experts enregistrement. Voilà, moi, je travaille sur tout ce qui est acquisition et enregistrement des données d'essai. Donc là-dedans, on voit ici une caméra vidéo numérique rapide. Donc ça, il y a tout un laboratoire avec quelqu'un qui est expert de tout ça et qui va pouvoir configurer le matériel au plus proche du besoin qui a été exprimé. Derrière, cette vidéo, elle va être acquise par un système d'enregistrement MDR. Lucas, qui est de l'autre côté, c'est ça ou qui est qui est ici, pardon, qui est là. Donc c'est un enregistreur modulaire avec différents modules d'acquisition qui permettent de répondre à différents besoins. Alors ici, on a de l'acquisition vidéo principalement, un module d'émission en télémesure, donc c'est l'envoi de certaines données sélectionnées vers le sol pour le suivi d'essais en salle d'écoute. On a un module d'acquisition du bus avion. Sur les Mirage 2000, ça s'appelle le Digibus. Et donc là, typiquement, cet enregistreur, il a la capacité aussi de distribuer des données sur un réseau bord. Et donc par exemple, dans le cas précis de ce bidon, dans sa configuration vidéo numérique rapide, on va suivre l'acquisition du bus avion sur lequel va circuler l'information de l'ordre de tir qui est donné. À ce moment-là, il y a un petit boîtier électeur. Ça, c'est acquis par l'enregistreur. C'est distribué vers un petit boîtier qui va repérer cette commande très particulière et qui va actionner à ce moment-là l'ouverture de la caméra VNRE, parce qu'on enregistre jusqu'à 1000 images par seconde sur des mémoires gigantesques mais avec une très bonne qualité. Et en fait, on ne peut faire que 6 secondes de vidéo, donc on ne peut pas enregistrer pendant tout un vol. Donc ça va permettre d'enregistrer juste le bon moment pour pouvoir avoir la séparation du corps de bombe par rapport à du corps de bombe ou de l'armement, puisque donc ce bidon, je ne sais pas si ça a été dit avant, sert dans sa configuration actuelle à faire des essais de séparation et de mesure et de trajectographie très précises au moment de la séparation de l'armement par rapport au vecteur. Donc vous pouvez enregistrer qu'une seule séparation de 6 secondes Alors en fait, là en l'occurrence, ça dépend complètement de la dynamique, mais il y a jusqu'à 6 secondes d'enregistrement sur ces caméras, et donc ensuite c'est le responsable d'essai qui va être en mesure de dire exactement en fait quelle plage d'enregistrement il veut, et ça va conditionner le nombre de séparations possibles. D'accord. Pourquoi c'est tout dans un bidon et pas directement en avion? C'est pour éviter de changer la structure de l'avion. En fait, là, le fait d'avoir des bidons qui sont équipés comme ça permet de pouvoir les équiper sur des avions de l'armée de l'air directement. Donc pas des avions à nous bande d'essai. Ce qui permet en fait de pouvoir faire des essais sur des avions qui sont pas sur des avions opérationnels. Voilà, sur des avions opérationnels directement, qui ne sont pas modifiés. On aura l'occasion de le voir sur le Rafale juste après, qui est instrumenté bande d'essai, mais finalement sur un avion bande d'essai, il n'y a pas non plus, même s'il est, ce qui n'est pas le cas du Rafale, mais même sur ceux qui sont des propriétés de la DGA et qu'on peut modifier lourdement, il n'y a pas la possibilité de mettre des caméras absolument partout, parce qu'à un moment il faut quand même respecter la structure de l'aéronef de base, et notamment pour tout ce qui est cette séparation, finalement c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir sur des bidons à hauteur des armements de quoi filmer et faire ensuite reconstruire la trajectoire, plutôt que par exemple sous les ailes, il n'y a pas d'emport prévu pour ça spécifiquement. Et donc après ces données-là, donc elles sont captées par les capteurs, la caméra, elles sont envoyées au sol, c'est ça? En temps réel, ou il y a des moyens une certaine partie qui peut être envoyée au sol pour le contrôle. Après il y a des contraintes de débit de bande passante qui font que c'est pas le cas de tout ce qu'on acquiert, parce qu'on peut pas, tout simplement, et donc il y aura une exploitation temps différé qui permettra, elle, de vraiment obtenir les résultats les plus probants. Donc il y a un combo finalement entre le suivi temps réel pour assurer le bon déroulement de l'essai, et ensuite l'exploitation temps différé, là où il y a finalement le travail très fin qui est fait d'analyse pour produire du résultat. Typiquement là, les capacités d'enregistrement, elles sont à 2 endroits, on va pouvoir vous les montrer je pense. Dans les caméras VNRE, il y a des médias directement, parce que sinon le transfert des données prend trop de temps vu les débits requis, et dans l'enregistreur de données, il y a également un SSD sur lequel les données sont acquises et qui ensuite sont transmises au service e-douane. Dans les contraintes de conception qu'on a aussi, c'est penser à l'utilisation qui est faite au quotidien par les équipes opérationnelles. Ouais. Donc il faut savoir que ça, quand le bidon, quand il est monté sous avion en voilure, en point
Ça peut être monté côté gauche ou côté droit, donc des fois il y a des préférences suivant les points d'intérêt à filmer. Donc là en l'occurrence ce bidon Caméléon on le monte principalement côté gauche. Et donc quand on monte côté gauche, les expérimentateurs qui mettent en œuvre le bidon moteur tournant sur l'avion, il faut qu'ils aient un accès de manière sécurisée et de pouvoir travailler rapidement sur les actions qu'ils ont à faire pour mettre sous tension le bidon, les enregistreurs, vérifier le fonctionnement et puis extraire les données, mettre en place les nouvelles cartouches d'enregistrement. Donc ça c'est quelque chose qui est fait de l'autre côté, donc avant si on s'imagine qu'on est là sous l'avion, c'est quelque chose qu'ils vont faire ici sur le travail. Il faut savoir que quand on fait la mise en œuvre, on ouvre le moins de choses possible. On n'ouvre que ce qui est utile en fait pour la besoin de l'essai. Donc en fait là on ouvre cette petite trappe et à l'intérieur on peut insérer le média pour récupérer les données à l'intérieur de l'enregistreur là-bas. Comme je vous ai montré donc par là. Et ensuite, quand on fait une visite journalière pour que l'avion vole, on fait le tour de la machine, on referme les trappes qui sont pas utiles et tout ça. On réouvre surtout pas les autres parce que c'est pas utile. Et ensuite, au moment du départ avion, donc on fait un tour avec le pilote du bidon pour montrer que tout est fermé et tout ça. Et à l'issue, au départ, en fait, une fois moteur tournant, on ouvre la petite plaque avec les deux petites vis là, et on vient mettre en marche tout ce qu'il y a besoin pour l'essai via ces interrupteurs. Donc normalement, pour le départ avion, on a juste besoin d'accéder à cet endroit-là. Donc 2 trappes en fait. Celle-là, c'est pour mettre le média en tour avion, quand on fait la VJ, la visite journalière. Et ensuite, ici, pour la mise en œuvre du bidon, une fois juste avant de partir en vol. D'accord. Et au niveau du pod, du coup, est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des changements à faire par rapport au pod de base du réservoir, peut-être des alimentations à ajouter en plus, à intégrer En fait, voilà, ici ça c'est lors de la conception et de la modification du bidon. Ici sur l'avion de base, normalement sur l'avion de base on a que ces 2 prises là. Là on a la tulipe dans laquelle quand on va venir monter le bidon et qu'on va venir le plugger sur l'avion, mécaniquement ça va s'intégrer ici et à l'arrière. Et avant sur la peau avion, on pourra peut-être l'apercevoir sur la machine, sur la peau avion, on vient brancher les prises qui permettent de récupérer l'alimentation, les différentes commandes des circuits carburants, les jaugeurs initialement, de l'alimentation et puis des liaisons digibus. Donc l'avion, il y a un bus numérique qui permet de discuter avec les différents calculateurs sur l'avion. Et nous, on va venir récupérer certaines de ces provisions existantes. Et en plus, on a fait rajouter une prise supplémentaire, donc on a rajouté du câble sur l'avion également, une prise interface, de manière à nous permettre aussi de rajouter des fonctionnalités comme une liaison Ethernet avec l'avion. Voilà, c'est une prise qu'on appelle une prise mesure qui est dédiée à une modification spécifique et qu'on ne trouvera pas sur les avions de base. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont provisionnées, et puis on va venir rentrer dans le bidon et ensuite se dispatcher avec l'ensemble des équipements, venir récupérer nos alimentations électriques, la discussion, les commutations des différents signaux, ce genre de choses. Et en termes d'alimentation électrique, vous disiez que vous branchiez directement sur celle de l'avion. Ouais, l'avion en fait fournit de base assez de puissance pour pouvoir faire fonctionner tout le système caméra, acquisition. Exactement, l'avion nous fournit une alimentation en 115 volts 400 Hz alternatif. Et nous, on va venir le convertir ici. Alors, on le voit pas bien. On pourrait le voir, l'apercevoir peut-être derrière. Voilà, derrière, on a des grosses boîtes. On a ensuite ici dans cette zone, mais malheureusement, on le voit pas là-bas derrière. Il faudrait ouvrir. On pourrait ouvrir si tu veux ouvrir. On peut ouvrir quelques plaques. Ça peut ouvrir quelques plaques, ouais, celle-là. En fait, on a une alimentation donc en 115 volts 400 Hz fournie par l'avion sur la peau bidon, que nous on va récupérer sur un transformateur redresseur et qu'on va transformer en 28 volts continu. Il faut savoir que l'ensemble des équipements sur avion et dans nos installations d'essai fonctionnent en 28 volts continu. C'est une norme, on va dire, aéronautique. Dans la plupart des équipements, les calculateurs, les systèmes avions fonctionnent sous cette tension en 28 volts continu. Donc nous, on vient générer notre propre 28 volts de manière à ne pas être limité en énergie électrique et pouvoir venir installer certains gros consommateurs. Là, on a vu des caméras vidéo numérique rapides. On a aussi une configuration infrarouge avec des caméras qui là vont consommer beaucoup d'énergie. Donc, ce qui nous permet d'avoir cette modularité, cette souplesse d'utilisation et
et de venir reconfigurer le bidon en fonction des différents essais dont on a besoin. Donc là ici voilà, on va voir par exemple voilà, le PR qui nous permet nous de venir générer notre alimentation électrique et qu'on va ensuite venir distribuer par une boîte de distribution et d'alimentation avec des circuits bien ségrégés, protégés par des disjoncteurs aéronautiques en respectant voilà, ce qu'on pourrait faire à la maison. Si on fait le pendant avec ce qu'on a à la maison, on a EDF qui nous fournit notre alimentation au compteur de la maison. Ensuite, on l'amène au tableau et puis on a nos disjoncteurs qui nous permettent d'alimenter notre four, notre frigo, nos éclairages. Ici, c'est pareil, c'est l'avion qui nous fournit du 115 volts à l'entrée du bidon. On vient le transformer ici en 28 volts. Et puis derrière, on a cette boîte de distribution qu'on a fabriquée ici et qui nous permet de distribuer l'alimentation vers les différentes chaînes, caméras, enregistreurs, base de temps, GPS et tout ce qu'il nous faut à bord. D'accord. Et le poids total donc de ce pod, toute cette installation, on a une idée de la masse? Alors le poids total, là dans la configuration dans laquelle on est autour de 330 kg. Et en fait, il faut qu'on vienne respecter la masse et le centrage accepté sous l'avion, puisque quand on part en vol, il y a des configurations. Et nous, quand on a une installation d'essai à concevoir, il faut qu'on reste dans les pures masses centrage acceptées par les domaines de vol qui sont ouverts. Et donc là, aujourd'hui, on est autour de 330 kg, ce qui est cohérent. En fait, le bidon pétrole de l'aéronef de base, lui, il est autorisé de voler vide, puisqu'à la fin du vol, il est vide. Et au départ, c'est un bidon de 2000 litres, donc grosso modo, on a une tonne 8 de tonnes. Donc on est entre 300 kg et 2 tonnes. D'accord. On peut faire du vol supersonique avec ce bidon ou pas avec ce bidon. Pas avec ce bidon. Ce bidon, c'est un bidon subsonique. Après, il y a des bidons supersoniques. On est en train de travailler justement en ce moment sur la modification et la conception d'un bidon instrumenté supersonique sous rafale, parce qu'on aura besoin dans l'avenir de faire des essais sur le rafale. Et donc c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement à la DGA. Alors j'ai pas révisé mes dates, mais le programme Rafale, ça fait une quarantaine d'années qu'il a été initié. Ça fait une vingtaine d'années que c'est opérationnel dans les forces, l'aéronavale et l'armée de l'air et de l'espace. Et pourtant ça ne fait qu'un an qu'on en a un ici à la DGA. Donc auparavant, pour tout ce qui est phase de développement, et notamment ce qu'on fait ici à CASO, à savoir plutôt de l'armement embarqué et du capteur, on a utilisé soit des aéronefs bancs d'essai modifiés, comme par exemple le Mirage 2000 B501, assez emblématique, et qui a fini son service opérationnel l'année dernière, qui avait une pointe avant modifiée qui intégrait tout un système radar Rafale plus OSF, et qui a servi à tous ces développements-là. Vous avez pu voir le Fokker tout à l'heure aussi qui sert à faire des essais radar. Donc il y avait ça, et en parallèle, pour faire des essais sur des Rafales, on obtenait des avions en prêt de l'armée de l'air pour des durées très courtes, de l'ordre d'un mois, ce qui voulait dire un chantier d'intégration d'une chaîne de mesure à bord, les essais effectifs, et ensuite un chantier pour remettre l'aéronef en état. Et donc là, on a enfin un Rafale intérimaire qui est chez nous pour 3 ans. Donc par rapport à ce qu'on faisait avant sur les aéronefs de passage, on a pu le modifier, mais pas au point d'en faire un avion banc d'essai pérenne, comme c'est le cas des autres avions banc d'essai qu'on a ici à la DGA, notamment sur les chasseurs Mirage 2000D, parce qu'au bout de 3 ans, il faudra pouvoir le rendre à l'armée de l'air dans sa configuration initiale, en n'ayant absolument rien changé. Donc ça a imposé certaines contraintes sur le fait qu'on ne pouvait pas faire absolument n'importe quoi avec, mais on a quand même pu mettre une installation d'essai, qu'on va vous montrer après, qui est plus complète que ce qui était fait sur les avions de passage. Alors notamment, on a embarqué un programme inter-centre d'expertise de la DGA, donc DGA Essai en vol, DGA Technique Aérospatiale de Toulouse et DGA Maîtrise de l'information de Bru. Ils sont venus coller des jauges de contraintes à certains endroits à identifier sur l'avion. Cette acquisition de déformation structurelle de l'avion, elle est faite par les enregistreurs MDR dont on a pu parler sur le bidon. Et ensuite, tout ça, c'est envoyé à DGA Technique Aérospatiale. Ils dépouillent les enregistrements et ça sert à recaler des modèles d'intelligence artificielle de DGA Maîtrise d'information pour faire un peu de la recherche sur comment anticiper tout ce qui est maintenance prédictive sur les aéronefs. Donc ça illustre. Typiquement, ça on a pu le faire, on n'aurait pas pu le faire sur un avion de passage. On a pu le faire
tout en s'assurant que ça pose pas de problème pour la navigabilité de l'avion quand on rentre. Et tout ça, ça a fait travailler ensemble plusieurs centres de la DGA. Après, une fois que le prêt a été validé, l'avion, il y a toute une phase de réflexion qui a commencé et de conception avec Vincent, qui est le concepteur mesurant titre pour cet aéronef. C'est quoi exactement l'objectif de ce banc? C'est vraiment tester la structure, le vieillissement de la structure. Alors, tester l'armement après. Là on est sur de la partie structure, c'est quelque chose de latent en fait, c'est-à-dire que c'est présent de base sur l'avion, donc ça permet en fait d'embarquer dans tous les vols d'essai et de pas vraiment s'en soucier. En définitive, les premiers résultats, on en a entendu parler il y a quelques semaines, alors que ça fait 4 mois qu'ils volent chez nous. Mais donc ensuite, ici, il fait beaucoup des essais de capteurs et d'armement justement divers et variés au profit de tous les programmes qu'il demande. Donc là, nous avons l'installation du Rafale qui se situe dans la soute canon. Donc là, on peut voir que le canon n'est pas posé, il est posé que vraiment quand il fait des essais canons. Donc là, nous avons un enregistreur MDR8. Donc on appelle MDR8 ou MDR4, c'est suivant le nombre de cartes qu'on peut positionner dans l'enregistreur. Là, on a un répondeur radar qui permet de connaître la position en direct de l'aéronef. Ensuite, on a un GPS qui est enregistré dans le MDR et dans son enregistrement interne aussi. Et en dessous, on ne le voit pas, c'est un émetteur télémesure qui permet d'envoyer donc toutes les données qui arrivent, enfin, certaines des données qui arrivent dans le MDR, qui sont envoyées en direct, en salle d'écoute, qui permet en fait aux responsables d'essai de suivre le cours de l'essai et de voir s'il y a des problèmes ou des choses comme ça. Donc, je vous ai ramené des carénages caméra qu'on peut retrouver sur le Rafale. Donc, par exemple, celui-là, c'est la même forme, la même masse et tout ça que cet élément-là. Et en fait, on le remplace pour pouvoir avoir une caméra donc en direct. Ou alors, on peut mettre aussi une GoPro qui permet d'enregistrer et pouvoir vérifier en temps différé. Bon, là, c'est équipé de caméras qu'on peut envoyer en télémesure. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vidéo en direct et de pouvoir surveiller. Donc on peut avoir ce genre de carénage et ensuite on peut avoir celui-ci qui se met en boudelle. Ça se positionne ici. Donc ça permet de pouvoir filmer les munitions, de pouvoir observer un peu le comportement de tout ce qu'on cherche à regarder. Dans le cas où on met ce carénage-là, il n'y a pas de provision pour de câblage qui a été fait vers le reste de l'avion, si je ne me trompe pas. Donc là, en l'occurrence, c'est que des GoPro avec des mémoires internes qui sont mises. Avec une batterie additionnelle pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Donc sur ceux-là, c'est ça. Et sur ceux-là, on peut mettre des caméras qui sont du coup alimentées par le moteur, la génération électrique de l'avion. Donc là, il y a des câbles qui ont été intégrés jusqu'à cet endroit-là. Et on connecte la caméra et du coup ça permet de l'avoir en enregistrement dans le MDR. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un enregistrement qui est assez long et puis on n'a pas de problème d'autonomie. Ce qui est important parce que les GoPro, on peut avoir... surtout dans les conditions... surtout avec le froid. Ouais, c'est ça. Là on a intégré sur une plaque qui s'appelle la plaque Evan Canon une antenne télémesure et une antenne GPS. Donc il y a deux antennes télémesure sur l'aéronef, ce qui permet de vraiment... Donc il y en a une ici et une ici, ce qui permet de couvrir toutes les phases de vol. C'est-à-dire que peu importe dans quelle position il va se trouver, il n'y aura pas de masquage, ou très légèrement, ce qui permettra de toujours rester accroché et avoir la télémesure en continu. Et là on a le petit truc blanc, hein. C'est une antenne répondeur radar. Donc ce répondeur radar, il fonctionne, en fait il est interrogé et il répond sur une configuration, ce qui permet de connaître la position de l'avion. Ok. Donc là, tant qu'on parle de la télémesure, il y a un gros domaine d'expertise aussi à DGA en vol que vous aurez peut-être pas vu dans la journée. C'est tout ce qui se passe justement en conduite d'essai et salle d'écoute. Donc il y a toute la division moyen sol où il y a des experts qui sont donc il y a toute la partie exploitation temps différé des données, mais également l'exploitation temps réel et la réalisation de conduite d'essai. Donc ce sont globalement des visualisations sur PC pour que le responsable technique d'essai en salle d'écoute
dispose de ses paramètres au bon endroit, alimentés donc par ce qui arrive de la télémesure avion, pour pouvoir typiquement valider le tir dans le cadre d'un essai d'armement ou toute autre chose, juste faire du suivi de l'essai. Ces conduites d'essai, elles sont aussi, donc c'est pas le cas là sur le Rafale, mais elles sont aussi parfois implémentées sur des PC embarqués, pardon. Donc, je sais pas si vous en avez vu dans le Fokker par exemple, il y en a, mais il y en a aussi dans certains chasseurs bancs d'essai. Chasseurs biplace. Des chasseurs biplace, oui, pour la place arrière. Donc une conduite d'essai qui sert à l'ingénieur navigant d'essai en place arrière. Et donc là, pour le coup, c'est aussi dans le département dans lequel je suis, l'installation embarquée, toute la partie micro-informatique embarquée, développement justement de logiciels qui servent à la conduite d'essai embarquée. Donc ça, voilà, c'est aussi un autre domaine qui n'est pas mis en avant peut-être dans les visites qui ont été choisies aujourd'hui, mais qui est hyper important parce que voilà, c'est globalement tout le monde travaille ensemble pour faire en sorte que les aéronefs volent et que les points d'essai soient réalisés. Dans le cas précis là, de l'arrivée du Rafale comme banc d'essai intérimaire pour celui-là, et puis un avion banc d'essai pérenne qui est actuellement en chantier chez Dassault Aviation, c'est des besoins qui sont connus depuis assez longtemps en définitive. Si le travail sur l'architecture réelle commence à horizon 1 an avant l'arrivée effective de l'avion chez nous, ça peut déclencher des développements qui se passent beaucoup plus tôt. Et c'est le cas notamment de tous ces laboratoires d'experts de matériel d'enregistrement. Les besoins, par exemple, en 2024, on a déjà décidé des besoins d'essai à horizon 2027-2030. Et ça, justement, il y a un travail amont qui est fait en fonction de ce qui existe déjà et des besoins futurs identifiés pour pouvoir travailler sur les capacités qu'on n'a pas et les faire soit les chercher, soit les faire développer par les industriels avec lesquels on travaille pour tout ce qui est équipement à bord de nos aéronefs. Et donc là, typiquement, dans le cas du Rafale, donc sur le Rafale, il y a des bus avions, donc ce sont des autoroutes sur lesquelles circulent les données entre différents abonnés. Et sur le Rafale, il y a un bus particulier haute vitesse. On n'avait pas de système d'acquisition qui nous permettait de l'acquérir, et donc on a déclenché le développement avec notre partenaire d'un module d'acquisition sur MDR de ce genre de données. Mais c'est quelque chose qui a été fait il y a 4 ans. En prévision justement de ce besoin qui en définitive n'arrive que maintenant, puisque le premier opérationnel a été monté il y a 4 mois. Voilà. Donc c'est aussi pour montrer cette articulation entre le temps long et puis finalement ensuite le chantier tel quel. Et ça se fait à tous les niveaux, en dialogue avec Vincent qu'on a pu voir, qui lui va recueillir un besoin beaucoup plus large et ensuite s'appuyer sur les experts des différents labos pour évaluer le besoin et la manière dont il y répond pour que ce soit le plus efficace et à moindre coût.